Bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, l'actualité Apple en live, c'est tous les jeudis soirs, 22h, 23h sur Watch TV. Soyez les bienvenus pour ce rendez-vous d'une heure qu'on a ensemble une fois par semaine pour passer en revue l'actu Apple. Et pour le faire avec nos invités, enfin mes invités et nos amis, je vous les présente tout de suite si vous ne les connaissez pas. Ils sont là. Bonjour messieurs. Bonsoir. Bonjour Benjamin. Alors une semaine, on va dire assez calme hein, sur le front de l'actu Apple, mais une semaine pendant laquelle il s'est passé en fait plein de petites choses. Et je sais que les uns et les autres, vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, et donc on va les aborder pendant cette heure qu'on passe ensemble. Je vais rappeler que évidemment vous pouvez intervenir et vous pouvez participer à l'émission en nous envoyant des messages, des questions via Twitter avec le hashtag qui est en bas de l'écran iWeekTV. Et voilà, on prendra vos questions et vos messages au fur et à mesure de l'émission. Je vous présente donc mes invités. Deux d'entre eux sont des visages connus pour vous. Alors on va commencer par le nouveau venu dans la bande. C'est un nouveau venu pour vous sans doute, mais pas pour moi, Frédéric Blaison. Salut Fred. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Benjamin. Un plaisir de te retrouver un peu plus de 10 ans après notre aventure commune à Univers Mac. Tout à fait. Bon, rassure-moi. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis cette époque. Bon, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais rassure-moi, tu es toujours Apple jusqu'au bout des doigts comme à l'époque. Toujours, et plus que jamais. Bon, bah écoute, super. Sois le bienvenu dans iWeek. On va Merci passer. pour l'accueil. Eh ben écoute, tu es le bienvenu et ça fait très plaisir. On va passer un chouette moment ensemble pendant donc cette heure. Je vais te présenter les deux autres acolytes de cette soirée. Ici, juste en dessous de moi, en bas, c'est Grégoire Martinez, l'actu techno. Salut Grégoire. Bonjour Benjamin, ça va? Ouais, comment ça va et toi? Bah écoute, ça va, une semaine comme tu le disais avec pas de grosses actus mais plein de petites actus sympas dont on va pouvoir parler ce soir. Eh bien écoute, avec grand plaisir. Et alors je suis très heureux de saluer le retour dans la bande d'Eli à Bitball. Salut Eli, comment ça va? Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Ça va un peu mieux là. Ah bon, tu as repris des forces, tu as été un petit peu... Voilà. L'hiver est passé par chez toi hein. Ben oui, tu sais, dès que la radio annonce que l'épidémie de grippe est finie dans la Côte d'Azur, il faut que je l'attrape. C'est pour les contredire. D'accord. Donc tu es de retour en pleine forme. Juste une petite parenthèse. Tu y es allé finalement au Salon de Genève? Absolument. Alors, oui. Donc tu as vu J'ai vu des merveilleuses voitures. Tu as vu des belles voitures. Est-ce que tu t'es arrêté sur le stand Tesla? Ben oui, forcément. Bon. Mais oui. Bon. C'était à la hauteur de tes... Oui, tes espoirs. Oui. Bah, en fait, la Tesla, c'est une marque qu'on suit depuis pratiquement la création, et donc j'avais déjà eu l'occasion de la voir et de l'essayer. Mais là, c'était intéressant parce qu'il y a de plus en plus de monde qui tourne autour de cette marque, autour des voitures électriques. Et puis bon, vous qui êtes parisien, je crois, pour une partie d'entre vous, vous connaissez des pics de pollution de plus en plus fréquents. Non. Donc il va être temps de s'y mettre. Non, il n'y a aucune pollution à Paris. Qu'est-ce que tu racontes? Tout va bien, pardon. Exactement. J'avais cru. Exactement. J'ai déjà passé l'heure d'été ici à Paris. D'accord. Vous êtes à part Ellie, vous êtes tous les deux parisiens, hein? Oui, tout à fait. Hein? Grégoire, tu es non, moi je suis pas parisien. Moi. Ah, t'es pas parisien, toi? Non, je viens à Nantes régulièrement. Je viens à Paris régulièrement, mais je vis à Nantes. D'accord. Bon, voilà pour les présentations. Elles sont faites. On se retrouve dans une seconde pour démarrer ce grand tour d'horizon de l'actu Apple de la semaine. Bon, c'est une semaine un peu particulière. Pour tout dire, on va prendre les sujets un peu comme ils viennent. Je vous ai demandé, avant qu'on démarre l'émission, à chacun, si vous aviez un ou plusieurs sujets chers à votre cœur. Alors, on va commencer par toi, Elie, parce que tu étais
tu as un petit peu de retard, hein, et tu as sans doute des choses à nous raconter. Tu as profité. Très bien. En fait, moi, j'avais pris deux thèmes au départ. Un bouquin dont on a pas mal parlé sur Internet, dans les sites spécialisés et autres. Et j'ai voulu prendre un peu le contre-pied de ce qu'on a pu lire. J'ai lu tout à l'heure un article d'ailleurs dans MacG. C'est un livre qui a été très très critiqué. Ça s'appelle The Haunted Empire, qui est en fait l'Empire hanté, et c'est Apple après la mort de Steve Jobs. C'est écrit par une journaliste du Wall Street Journal, et tout le monde lui est tombé dessus à cette pauvre dame que je ne connaissais pas avant. Y compris Tim Cook. Hein. Bon, comment dire, pardon. Tim Cook est monté au créneau, il a dit que c'était du nonsense. Jonathan Ive a aussi fait une interview pour parler de ce qu'il fait chez Apple, etc., etc. Et comme quoi la créativité fonctionne à fond, etc. Et ça m'a un peu intrigué parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tout le monde est contre ce livre? Et donc, du coup, je l'ai acheté. Je l'ai fini. Ça y est, celui-là, je l'ai fini. Et moi, je l'ai trouvé bien écrit, je l'ai trouvé très intéressant. Et puis, bon, comme on est dans cet univers et qu'on connaît assez bien Apple, assez bien ce qui se dit dans les couloirs d'Apple, etc., ben écoute, moi j'ai trouvé que ce bouquin reflète une réalité qu'Apple veut peut-être pas montrer, mais dont on a beaucoup parlé ici même d'ailleurs. Alors, le bouquin concrètement, c'est sur la période qui suit la disparition de Steve Jobs, hein, donc les 2 dernières années. On a reproché au bouquin notamment de vouloir faire un bilan un peu trop tôt, en fait, notamment. Oui, c'est vrai, mais à un moment donné, eux, ils essayent de montrer la fin de l'ère Steve Jobs, le début de l'ère Cook. Et sur le plan, apparemment, donc la journaliste s'est basée sur des interviews de gens qu'elle a rencontrés, 200 interviews, dit-elle, de personnes d'Apple et gravitant autour d'Apple. Et bon, peut-être qu'elle fait un constat un peu sévère. Elle n'est pas totalement négative, hein, d'ailleurs, sur Apple. Elle dit beaucoup de choses qui sont plutôt flatteuses. Grosso modo, ce qu'elle dit, c'est que on n'a pas vu de deal breaker, de produits innovants, de rupture technologique depuis la disparition de Steve. Et c'est quelque chose qu'on a dit ici même. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'Apple n'a pas la capacité à innover, mais honnêtement, depuis la mort de Steve, on n'a pas vu de produit magique. Ouais. Et moi, pourtant, je les cherche. Hein, c'est peut-être un peu ce qu'il faut rappeler toujours, c'est que Steve Jobs est mort maintenant il y a 3 ans et on peut pas réinventer l'iPhone, l'iPad tous les ans, même si Apple sort un nouveau modèle, c'est pas possible de le réinventer chaque année. Et donc c'est vrai que maintenant il reste plus qu'à attendre, entre guillemets, il reste plus qu'à attendre une nouvelle génération, une nouvelle gamme de produits avec peut-être que ce soit la télé, la montre ou on ne sait quoi d'autre. Hein. Oui, mais peut-être qu'Apple nous a un peu trop habitués justement à un rythme d'innovation très accéléré. En tout cas, entre 2007 et la disparition de Steve, on marchait vraiment à un rythme extrêmement rapide. Et depuis, on dirait que les gens savent ce qu'Apple a dans les tuyaux plus ou moins. Enfin, en tout cas, ils spéculent. Et du coup, ce sont les autres qui annoncent des choses avant même qu'Apple en parle. Oui. Alors, on ne sait pas si Apple va sortir tout ce qu'on voit apparaître ici, là, mais le wearable computing, qui était l'autre sujet dont je voulais parler, c'est Google quand même qui a fait une annonce dans le wearable avec un système d'exploitation, des fonctionnalités, des présentations de comment est-ce que ça va être dans le futur. Et du coup, tout le monde va se positionner autour et par rapport à Google. Alors justement, c'est un des sujets que vous avez aussi retenu, les garçons, cette offensive. Tu parles du wearable computing. Ouais. Et sur ce sujet, il y a un livre très bien qui est sorti il y a maintenant 1 semaine. Ça s'appelle Nous sommes tous des robots d'Olivier Levard, un journaliste. Montre-le-nous, Grégoire. Et ça montre en fait, le journaliste explique, essaye de comprendre quelle sera la prochaine révolution après le smartphone. Parce qu'aujourd'hui, le smartphone, ça correspond plus à nos usages, il faut le sortir de notre poche, ça prend de la place et tout ça. Et donc, la question se pose de savoir quel sera le prochain appareil qu'on aura tous sur nous. Est-ce que ce sera les lunettes Glass de Google? Est-ce que ce sera une montre connectée Samsung ou peut-être Apple? Ou est-ce que ce sera autre chose?
Et c'est vraiment bien fait, et c'est vraiment un coup de cœur. Je suis en train de le lire et c'est super bien. Bon, voilà, ça fait donc déjà 2 bouquins à lire cette semaine avant l'iWeek de la semaine prochaine. Fred, Oui. alors, bon, toi, tu as eu la gentillesse aussi de me proposer plusieurs sujets. On va parler de matériel après, mais iTunes sous Android, c'est une des grosses rumeurs de la semaine aussi. Je trouve ça très intéressant dans le sens où on a l'impression, un petit peu pour rebondir sur ce que disaient nos amis, qu'Apple est en train de chercher à étendre ses marchés. On a parlé un petit peu de la croissance d'Apple qui a été exponentielle entre 2007 jusqu'à la mort de Steve Jobs. Mais moi j'ai l'impression que maintenant Apple a bien compris que les autres se sont alignés sur ces technologies et qu'ils ont un petit peu à étendre un petit peu leur assiette, si je pourrais parler comme ça, et notamment à travers la musique, parce qu'il y a de nouvelles plateformes qui sont arrivées sur le marché. iTunes a longtemps fait office de référence de la musique en ligne. Maintenant, tu as des plateformes où tu peux louer de la musique comme Spotify ou encore Deezer pour nous qui sommes français, où tu peux louer. Tu n'as plus l'obligation d'acheter à 90 centimes un morceau. Et j'ai l'impression qu'Apple va essayer maintenant de s'étendre sur d'autres plateformes, notamment Android, pour justement s'aligner un petit peu sur ce que ses principaux concurrents ont réussi un petit peu à lui renier dans son giron. Grégoire, Elie, ça vous semble cohérent que iTunes arrive sous Android ? Non, mais surtout, c'est marrant parce que dans ce que tu disais, on retrouve l'inverse de la stratégie de Microsoft aujourd'hui, qui est d'annoncer Office pour iPad. C'est-à-dire que on se retrouve avec Apple qui voudrait aller vers Android avec iTunes, et de l'autre côté Microsoft qui a rendu disponible ce soir Office pour iPad. Donc c'est assez marrant de voir que grosso modo la stratégie de tous les groupes en ce moment, c'est de se diversifier et de suivre au final ce que fait Google, c'est-à-dire de proposer ses applications sur tous les écosystèmes qui existent. Google propose depuis quelques temps maintenant ses applications sur Android évidemment, mais aussi sur iOS et dans Chrome sur tous les navigateurs. C'est tout à fait ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression que l'étalon, entre guillemets, l'étalon référence devient Google à l'heure actuelle. C'est-à-dire que Google pose des standards, alors que auparavant c'était Apple qui posait les standards. Désormais c'est Google qui pose les standards, qui se diversifie dans la technologie, le matériel et le software. Et maintenant, les autres commencent à suivre, effectivement. C'est ce qu'on voit partout dans tous les domaines. On a les lunettes glace, on a Android Wear pour les montres connectées. Maintenant, c'est la politique des applications sur tous les écosystèmes. Enfin, c'est vrai que Google devient de plus en plus le géant à suivre. Les Grégoire et les amis, on va dire un mot d'Office pour iPad tout de suite parce que c'est l'info de la soirée sans doute, cette conférence qui a eu lieu à San Francisco là, il y a à peine 1h30, elle s'est terminée avec donc effectivement l'annonce d'Office pour iPad. Pour iPhone. Alors la version iPhone existait depuis au moins le mois de février, je crois. Elle a une très grosse mise à jour qui lui permet de reprendre les fonctions de la version iPad. Donc en fait, si on revient un peu sur les annonces de la version iPad, c'est 3 applications séparées, une pour Word, une pour Excel et une pour PowerPoint, sachant que OneNote et Outlook étaient déjà disponibles. Donc ces applications sont gratuites et sont utilisables par tous pour lire les documents. Par contre, pour les modifier et en créer, il est nécessaire d'être titulaire d'un compte Office 365, donc le cloud quoi. Office dans le cloud de Microsoft, qui coûte 10 € par mois et l'équivalent est 100 € par an, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et du coup, il y a la même chose qui arrive sur iPhone, parce qu'avant sur iPhone, il était obligatoire d'avoir un compte Office 365, même pour consulter des documents. Absolument. Elie, quelle est l'importance stratégique de cette annonce pour toi ? En fait, ça fait très très longtemps qu'on l'attendait. Et je pense que le nouveau PDG de Microsoft, qui vient d'être nommé, il faut qu'il fasse des actions significatives, et en tout cas pour faire progresser les revenus de la compagnie. Et je pense qu'il est très pragmatique. Il a des tas d'études sur son bureau qui lui montraient par A plus B que Microsoft perdait entre 2,5 milliards et 3 milliards de dollars de revenus par an, simplement pour le fait de ne pas vouloir sortir Office sur iOS.
Et il doit se dire que c'est toujours bon à prendre par les temps qui courent. Ah ben bien sûr, bien sûr. Donc pour toi, c'est plus de l'opportunisme qu'une réelle volonté d'être présent et de... Non, mais enfin, après, mais c'est sûr que c'est un geste fort. Ouais. Ça montre une rupture par rapport à son prédécesseur. Bon. Pour avoir suivi un peu la conférence, c'est ta première conférence de presse d'ailleurs à Satya Nadella. Sa première sortie, effectivement. Et pour l'avoir suivi, grosso modo, il part sur 2 axes. C'est tout dans le cloud et accessible sur toutes les plateformes. C'est les 2 axes qu'il a donnés pendant la conférence. Et de toute façon, on sait qu'Office pour iPad et pour iOS est prêt depuis maintenant longtemps, mais que c'était qui manquait que le feu vert en fait du patron de Microsoft. Et ce feu vert, il a été donné depuis l'arrivée de Satya Nadella, clairement. Ouais. Alors, on va parler un peu de matériel, même s'il n'y a pas d'annonce officielle du tout cette semaine, mais il y a pas mal de rumeurs qui tournent là, depuis ces derniers jours. Alors, sur différents matériels, peut-être qu'on va commencer par le concept d'Apple TV Air qui a tourné là, depuis hier. Alors, évidemment, ça suit d'assez près l'annonce du Chromecast, enfin en tout cas en France, par Google, donc on s'y intéresse. On attend toujours une nouvelle version de l'Apple TV, en se demandant si la télé Apple est au coin du bois ou pas. Bon, on reste dans des concepts qui tiennent parfois plus du fantasme que de la réalité, avec comme souvent dans le monde Apple, voilà, avec cette Apple TV qui serait en fait réduit à la taille d'une grosse clé HDMI et une télécommande qui l'accompagne. Bon, c'est clairement pas un produit Apple, ça pourrait peut-être le devenir, mais bon. Moi, j'ai vu une remarque. J'ai vu les concepts, les boîtes, la typographie, tout ça. Les fakes ressemblent énormément, mais je vois pas l'intérêt de sortir ça pour Apple, parce que d'abord, les gens diraient c'est un Chromecast bis, c'est un MeToo produit, et donc tout le monde va lui tomber dessus. Alors qu'en fait, ce qu'on attend d'un nouvel Apple TV, puisqu'on a beaucoup parlé d'un Apple TV pour le mois d'avril, qui serait peut-être disponible soit tout de suite, soit à la fin de l'année, suivant les contenus, ce qu'on attend, c'est d'un Apple TV plus musclé et permettant d'accéder à du contenu en direct. Ouais. Et peut-être à des apps, à des jeux. C'est les 2 axes majeurs. Bon, il faut rappeler qu'il n'y a pas eu de keynote depuis le mois d'octobre, donc ça va faire 6 mois. Donc le temps passe quand même, donc ça alimente forcément les rumeurs. Alors on va pas s'éterniser sur ce concept d'Apple TV Air. En revanche, il y a du matériel dans l'air. Il y a ce MacBook Pro 12 pouces. Alors, est-ce que vous y croyez ? Moi, je suis un petit peu dubitatif. Et lui aussi apparemment. Quel intérêt ? Ouais, c'est ça. On était déjà en 12 pouces pendant des années et des années et des années. Donc Apple a abandonné le 12 pour passer en 11 et 13. Quel intérêt de revenir au 12 ? Ouais. Fred ? On parle d'écran Retina, je crois aussi, si je ne dis pas de bêtises. Alors sur un MacBook Air. On a lu aussi iPad Retina. D'accord. Pardon, iPad. Oh là là, excusez-moi. Un MacBook Air. MacBook Air Retina. C'est ça. Ça va pas du tout. Okay. Bon, pour vous, il n'y a pas de bénéfice à sortir un MacBook Pro 12 pouces. Non. Un MacBook Pro, non. Un MacBook Air peut-être, mais un MacBook Pro... Peut-être un bénéfice, le poids, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, lorsque tu prends les MacBook Pro 15 pouces, l'un des gros désavantages, entre guillemets, c'est malgré qu'ils aient un petit peu réussi en enlevant le SuperDrive et toutes ces choses, réussi un petit peu à aplatir le produit, ça reste quand même un produit qui reste encore assez lourd dans un sac à dos. Donc ça peut-être être un argument qui pourrait justifier qu'on sorte un MacBook Pro 12 pouces. Mais ça cannibaliserait complètement le 13, donc quel serait l'intérêt ? Parce que s'il est moins cher et qu'il a un écran Retina et qu'il est plus léger, qui va acheter le 13 ? Ouais, personne. Ouais, c'est vrai. Mais bon, Apple peut très bien décider de supprimer le 13 de son catalogue et de repasser à du 12 pouces et du 15 pouces. Ouais. Après, les stratégies, les décisions, c'est parfois un petit peu surprenant. Alors Sauf si c'était un nouveau produit complètement. Rappelez-vous ce qui avait été déposé comme brevet Apple il y a déjà pas mal de temps, d'un portable qui serait effectivement un écran de 12 pouces, mais dockable, c'est-à-dire une sorte de tablette dockable. Alors, est-ce que c'est un MacBook ? Est-ce que c'est un iPad Pro ? On a entendu un peu les deux. Ouais. Ça serait un concept intéressant. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'un iPad 12 pouces, comme
la nouvelle Galaxy Note Pro de Samsung, hein. Donc un écran beaucoup plus grand que l'iPad actuel. Et là, pour le coup, ça devient très intéressant pour avoir essayé la Galaxy Note Pro 12.2 de Samsung et l'avoir testé pendant 2 semaines. Samsung a réussi à faire un très bon produit qui est... En fait, c'est marrant, quand je l'ai prise en main pour la première fois, j'ai pas eu l'impression d'avoir une tablette plus grande qu'une tablette de 10 pouces, et pourtant moi je suis habitué à utiliser ce qu'on appelle les petites tablettes, l'iPad mini ou la Nexus 7, et ils ont vraiment très bien joué, parce que elle est fine, elle est pas trop lourde, et l'écran est vraiment superbe. Donc c'est vraiment un très bon produit. Donc clairement la tendance est là-dedans, parce qu'à part la tablette de Samsung, il n'y a aucune concurrence. Ouais. Tu y crois, toi, Eli, à cette tablette de grande taille, cet iPad de grande taille? Si elle est dockable, certainement. Si ça reste une tablette pure qui est juste un outil de mobilité, c'est peut-être un peu grand. Si ça devient un outil plus professionnel, pourquoi pas? Et puis surtout que les applications professionnelles sur iOS sont de plus en plus nombreuses. Et puis maintenant, avec des outils comme Office, encore plus. Donc la demande va croître pour avoir un tout petit peu de la taille écran pour pouvoir afficher des documents. Donc pourquoi pas? Alors vous avez peut-être vu cette info sur le site de DigiTimes, qui est toujours très bien renseigné sur on va dire les sous-traitants en Asie du Sud-Est, qui annonce que Apple aurait diminué en fait le niveau de ses commandes en usine. 2 millions de portables seraient fabriqués en moins qu'est-ce qui était prévu en prévision justement d'un renouvellement de la gamme de MacBook Pro au 2e semestre. Et effectivement, DigiTimes annonce un MacBook Air Retina et un iPad 12 pouces en affirmant que l'assemblage a été confié à Quanta, donc l'un des grands géants présents en Chine et dans pas mal d'autres pays. Si je dis pas de bêtises, on parle aussi d'un MacBook Air sans ventilateur. Ah oui, c'est une nouvelle puce. Ouais, c'est une des rumeurs qui a semblé t'intéresser, Fred. Raconte-nous. Ben oui, parce que le MacBook Air, il fait déjà aucun bruit. Alors justement, c'est un peu là-dessus que je voulais rebondir, parce que c'est pour ça que je t'ai proposé ce sujet. Tout dépend de ce qu'on fait avec son MacBook Air. À l'heure actuelle, j'ai l'impression, c'est un avis personnel, que dans la gamme des portables Apple, si on prend un MacBook Air haut de gamme, c'est-à-dire avec une puce Core i7 et beaucoup de RAM, on approche quasiment, mis à part tout ce qui est partie vidéo, carte graphique, on approche quasiment des capacités qu'on peut avoir avec un MacBook Pro. L'avantage, c'est d'avoir un produit très léger. Le problème, et pour l'utiliser moi personnellement au quotidien, dès que tu lances beaucoup de tâches, ça commence à chauffer. Qui dit surchauffe, dit mise en place des ventilateurs. Déclenchement des ventilateurs. Déclenchement des ventilateurs. Et pour faire énormément de virtualisation et ce genre de grossièreté au quotidien, je peux te dire que j'entends énormément les ventilateurs. Donc lorsque j'entends parler d'un MacBook Air sans ventilateur, ça me laisse un petit peu dubitatif, et je suis quand même assez curieux de voir les caractéristiques techniques du produit. Bah écoute, tu dois vraiment le solliciter, parce que moi, il se déclenche pas souvent, je peux dire. Hein. Et pourtant, je fais même du Final Cut et tout, je n'avais pas le souvenir de les avoir entendus se déclencher. Mais, je peux t'assurer que les miens se mettent... lorsque tu as 5-6 machines virtuelles sous VMware qui commencent à tourner, ça commence à tourner. Quand même, oui, c'est ça. Je suis quelqu'un de bon. Oui, tout le monde fait pas ça. Respect, Fred. Bon, deux chiffres alors, qui sont intéressants à mettre en perspective. Le taux d'adoption des nouvelles versions des systèmes d'exploitation Apple. Vous avez peut-être vu ces chiffres. iOS 7, on serait à 85%. Alors, ça doit être aux US, selon Apple. Ouais. Et en ce qui concerne Mavericks, on ne serait qu'à 40% des Mac. Ça veut dire qu'on fait les mises à jour beaucoup plus facilement sur son iPhone ou son iPad, Eli ? Non, je pense que les mises à jour se font sur les deux. Après, il y a beaucoup d'ouï-dire. Mavericks, je ne sais pas pourquoi. Il y a des retours d'utilisateurs en disant non, mais le 18 est plus fiable. Moi, je suis passé dès le début, j'ai pas eu de problème majeur dessus. Mais on entend beaucoup au service technique cette idée ou des retours 18, clients disant de 19 moins fiable que 18. Peut-être que ça freine un peu. Ouais, iOS, Fred, le chiffre que tu as donné, c'est iOS 7, pas forcément iOS 7. Oui, iOS 7.
Oui. Moi, sur Parce iOS que 7.1, ça m'étonnait un peu. Oui. Vu qu'il y a énormément de produits jailbreakés, je me disais, est-ce que tout le monde a renoncé au jailbreak pour aller au 7.1 ou est-ce qu'il y a encore des irréductibles? Moi, sur iOS 7, je suis vraiment pas surpris dans le sens où ça commence un petit peu à sentir le vieux sur iOS. Ouais. Et non, mais faut dire un peu les choses telles qu'elles sont, d'une manière polie, mais il faut dire les choses. Et c'est vrai que c'était très attendu, ce nouveau design de iOS. Et partout dans le métro, je vois énormément de gens qui ont adopté iOS 7. Et c'est vraiment pas surprenant parce que le design a été revu de fond en comble. Après, il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas, mais ça a été vraiment adopté très, très, très largement. Sur macOS... Il y a un argument majeur aussi, c'est que les applications ont migré très vite. Et donc là, si on veut utiliser une application récente, on est obligé d'être en iOS 7, on n'a pas le choix. Oui, bien sûr. Absolument, mais... Oui. Vraiment, iOS et macOS sont vraiment, à l'heure actuelle, encore deux plateformes vraiment très très différentes. Ils essaient de les faire se regrouper en mettant sur macOS en place des choses comme le sandboxing ou ce genre de choses. Mais le problème, j'ai l'impression qu'avec Mavericks, les gens n'ont pas vraiment l'impression de voir une grosse avancée entre la version 18 et la version 19. C'est là, à mon avis, l'une des applications pour laquelle les gens n'ont pas switché en masse, malgré que Maverick soit gratuit. Eh oui, quand même, ce qui est quand même un point hyper important. Puis, surtout, je pense que, en tout cas, si je pars de mon expérience personnelle, j'aurais tendance à faire plus facilement les mises à jour de ma tablette ou de mon téléphone, qui est un outil que j'utilise, alors que j'utilise professionnellement, mais que j'utilise aussi pour les loisirs, que celle de mon ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC, où j'ai tous mes logiciels, tous mes fichiers. Et des choses que je veux absolument pas perdre et qu'il ne faut pas que je perde. Donc j'aurais tendance à faire plus attention, à y réfléchir à deux fois avant de faire la mise à jour de mon Mac ou d'un PC que de faire celle de mon iPad ou de mon téléphone Android. On va rester dans le matériel, les amis. Alors, moi, c'est une marque que j'adore. C'est un partenaire d'Apple, enfin en tout cas une marque qui accompagne Apple depuis au moins 20 ans, je pense. C'est Sonnet Technologies. Ils font des produits un peu pointus mais qui sont toujours assez étonnants et vous savez quel est le reproche qu'on fait au Mac Pro, au nouveau Mac Pro? De port. Voilà, alors c'est pas les ports Thunderbolt qui manquent, hein, c'est qu'il y a plus de port PCI à l'intérieur. Et donc Sonnet propose un sorte de un caisson qu'on peut fixer, installer dans un rack de 4 U de hauteur, et c'est assez étonnant parce qu'ils ont couché le Mac Pro à l'intérieur à l'horizontale, et du coup ça dégage toute la partie à côté pour à l'intérieur mettre tout un système de châssis qui permet de brancher en Thunderbolt, d'avoir accès à des slots pour des cartes comme ce qu'on retrouvait auparavant dans les Mac Pro, on va dire les tours de l'ancien design. Vous avez vu cette image donc de ce produit qui sort normalement en juin, mais qui... C'est une photo, on est assez curieux. Ouais, hein. C'est étonnant comme produit, hein. C'est étonnant, oui. Bon, je vois que ça vous inspire pas plus que ça. Moi, j'ai trouvé ça assez le design était quelque part aussi étonnant que le design du Mac Pro lui-même. Là, la photo m'a échappé, donc c'est pour ça. Donc, tu l'as pas vu la photo? Ça ressemble. Ah bah voilà, bah écoute, je vais les ajouter au replay à cause des petits soucis qu'on a eu au démarrage de l'émission. Je peux pas vous montrer les images, mais elles seront sur le replay, donc vous les verrez. Par quoi est-ce qu'on continue? Tiens, on va rester dans le matériel. Non, on va rester encore un peu sur le matériel, Grégoire, et puis on passera au reste après. Et on va rester dans ce qui se branche en Thunderbolt. Ce double disque dur chez Western Digital, 2 Tera ou 4 Tera, un disque dur auto-alimenté avec 2 disques à l'intérieur. Bon, le prix fait un peu mal, hein. On est à plus de 500 € sur la version 4 Tera. Ça se paye encore un peu cher, hein, le Thunderbolt. Ça se paye encore cher. Ouais, hein. On est sur c'est la remarque qu'on a pour l'instant de nos clients, c'est que le Thunderbolt, c'est très bien, mais c'est pas encore démocratisé. Ça reste quand même premium au niveau prix. Ouais. Est-ce qu'il y a une vraie justification, ou est-ce que c'est juste... voilà, on paye juste une technologie récente?
Un peu des deux, sans doute. Ouais. Oui, je crois. Ouais. En tout cas, les prix pourraient baisser depuis que Thunderbolt existe. Bah oui, c'est ça que je comprends pas. Je pense qu'il y a la place pour des produits d'entrée de gamme et des produits très premium pour les baies, RAID, pour la vidéo, etc. Ouais. L'adoption du Thunderbolt côté PC, ça en est où? Vous suivez un peu le dossier ou pas? Ça n'avance pas très vite. Non, ça n'avance même pas du tout. Pourquoi? Non, pas aujourd'hui. Le Thunderbolt, c'est quasiment l'exclusivité d'Apple, quoi. Il y a quelques constructeurs PC qui commencent à l'intégrer, mais vraiment très peu. C'est quoi? C'est la concurrence de l'USB 3 qui fait que Thunderbolt perd pas davantage ou? Alors c'est une bonne question. Moi, je sais que sur mon ordi, j'ai de l'USB 3 et pas de Thunderbolt, mais et après, te dire si c'est ça qui freine l'adoption du Thunderbolt. Ben, je pense qu'il n'y a pas eu d'acteur majeur qui ait vraiment poussé la technologie. C'est-à-dire qu'au départ, on attendait beaucoup d'Intel, puisqu'ils sont co-inventeurs, entre guillemets, de cette technologie. Et Intel n'a pas sorti de carte mère PC avec des Thunderbolt. Alors, on parlait après de Lightpeak. Est-ce qu'ils vont attendre de pouvoir sortir la version fibre de cette carte? Je ne sais pas. Alors Ellie, on t'entend très bien, mais on ne te voit plus bouger. Voilà. Il y a un gel d'image alors. Voilà, c'est un gel d'image. Bon, j'espère que tu vas redevenir vivant, mais c'est pas trop gênant parce que voilà, on a une belle photo de toi. Tu es plutôt. Désolé, voilà. Je vais essayer de voir d'où. Parce qu'effectivement, je me vois figé aussi. Écoute, donc passe la parole à quelqu'un d'autre. Je vais essayer de rétablir la situation en live. D'accord, ça va revenir. Moi, je voudrais me tourner vers vous, Fred et Grégoire, pour parler alors de l'ouverture de Macworld à San Francisco. Fred, dans nos belles années, c'est un salon qu'on a beaucoup mis en avant. C'était un grand rendez-vous. C'était un grand rendez-vous. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de Macworld pour toi? J'ai l'impression des friches, non? Si je peux me permettre de parler. Des quoi? Des friches. Des friches? Ouais, depuis qu'Apple s'est totalement désolidarisé de ces événements et qu'ils ont décidé un petit peu de vivre un peu leur vie, je dirais d'une manière de marketing et communication, moi j'ai l'impression que ça reste juste un salon d'exposants, comme il y en a beaucoup dans le milieu d'informatique. Ouais. Ça a un petit peu perdu de son âme et c'est un peu dommage. Mais ça correspond à une évolution stratégique d'Apple qui a été initiée sous Steve Jobs et qui se perdure à l'heure actuelle. Je crois qu'à un moment donné, Apple a eu besoin énormément de sa communauté d'utilisateurs entre guillemets fans. Tant que la part de marché n'était pas restait encore assez confidentielle. À partir du moment où ils ont commencé à sortir des produits comme l'iPhone, ce genre de choses qui ont gagné énormément de part de marché, je dirais pas qu'ils ont trahi leur base communautaire, mais ils ont fait d'autres choix. Ouais. Et c'est vrai que quand on a un petit peu grandi là-dedans, on a grandi avec les Macworld, des Apple Expo. C'est vrai que nous on est très sensible à ces expos, mais les gens qui eux ont découvert Apple avec les Apple Store et je dirais, la diffusion de masse, ça leur cause pas du tout. Grégoire, ça te parle toi Macworld ou c'est un truc de vieux schnock? Merci. Non, c'est vrai que Macworld, Macworld quand Apple y était encore, j'ai jamais vraiment suivi l'événement. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas un événement mort, mais c'est un peu un événement oublié, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que maintenant qu'Apple y est plus, c'est bien compliqué pour eux de continuer à vivre sans. Ouais, je suis même étonné que le salon existe toujours d'ailleurs, mais bon. Ouais, pareil. Ellie, est-ce que tu nous entends? Parce que l'image elle bouge pas, mais au moins on peut se parler. Bien sûr, mais surtout moi, elle est revenue, c'était figé chez moi, mais moi maintenant elle bouge. Ah bah écoute, il n'y a pas eu de mise à jour parce que ça a coupé et ça a rappelé automatiquement. Ouais, bah écoute, pour l'instant on va faire comme ça. On parlait de l'ouverture de Macworld Expo à San Francisco. Oui. Bah c'est quand même étonnant que Macworld existe toujours, non? Parce que je crois qu'ils ont essayé de le conserver envers et contre tout parce que la plupart des gens qui faisaient les Macworld traditionnellement, nous on y allait chaque année, c'était vraiment le pèlerinage. Oh oui. Et quand Apple a arrêté le salon et puis les grandes marques comme Adobe,
Quark, Microsoft ont arrêté, il ne restait que des petits fabricants, des petits constructeurs. Ouais. Et donc ça a perdu complètement de son intérêt, mais ils l'ont maintenu quand même, ils l'ont un peu décalé par rapport au CES. Et puis là, ils l'ont carrément beaucoup décalé, puisque c'était en février, puis maintenant là, c'est carrément fin mars. Hein, donc, Fred, mais, il y a peut-être aussi une autre explication pour laquelle l'exposition perdure. Nous, on connaît, enfin le grand public, on connaît de Macworld Expo l'expo, mais c'était aussi un lieu où il y avait pas mal de conférences. Et moi, je me souviens pour y avoir été notamment à New York, il y avait vraiment deux mondes. Il y avait en haut l'exposition où il y avait tous les exposants, les éditeurs, et en bas des salles de conférences où les gens achetaient des sessions et venaient apprendre à utiliser iMovie ou ce genre de produits. Et je pense que ça perdure par rapport à cet aspect de l'exposition. Ouais. Et puis les moyens de communication ont évolué. À l'époque, on n'avait pas Twitter, on n'avait pas tous ces réseaux sociaux, donc il fallait des lieux où les gens pouvaient se retrouver entre eux pour parler du Mac. Maintenant, on peut parler du Mac sur Twitter, sur Facebook, et je pense que c'est aussi une des explications pour laquelle Apple a fait d'autres choix. Ouais. Grégoire, est-ce que tu as participé à une Apple Expo ou est-ce que c'était il y a trop longtemps? Non, j'ai jamais participé à Apple Expo. Bon, donc en fait, tu n'as jamais assisté à un salon consacré à l'univers Apple? Non, j'ai assisté à plein d'autres salons, Mobile World Congress, l'IFA, mais jamais de salon Apple. Bon, je ris parce que, regardez, en essayant de récupérer Ellie. C'est une très belle image. Hein. Je suis désolé. C'est quelle la grippe? On tente des trucs et on tombe parfois sur une image pas très avantageuse. Bon, Ellie, on va y arriver. Hein. Écoute, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé la vidéo. Là, tu vois, tu as une image et là, je la réactive derrière toi. Écoute. Et il n'y a pas d'image qui vient, c'est bizarre. Ah ouais. Bah écoute, ouais, c'est bizarre. Alors, ce que je peux faire, puisque ça me rappelle, si tu veux, je peux quitter complètement Skype et relancer. Allez, on fait ça pendant que j'avance sur le prochain sujet avec Grégoire et Fred. On fait tout ça en live. Hein. Il est un peu plus de 22h40. Voilà. Pour la première diffusion en direct, évidemment. Si vous regardez le replay, il ne sera pas à la même heure. Mais c'est pour vous dire qu'on est effectivement en direct. Je voulais qu'on parle d'un autre rendez-vous. Alors, un rendez-vous physique, hein, comme Macworld, mais cette fois qui concerne Google. C'est Google I.O. qui est l'équivalent, on va dire, de la WWDC. Hein, vous me confirmez, la grande conférence des développeurs Apple. Hein, Grégoire, c'est ça. Alors, Google I.O. qui a lieu au mois de juin. Qui est prise d'assaut de la même manière que la WWDC, donc la conférence développeur Apple, est prise d'assaut. La différence, c'est que cette année, pour la première fois, apparemment, ça va se passer différemment. C'est-à-dire que les inscriptions pour assister à Google I.O. seront ouvertes entre le 8 et le 10 avril. Et ensuite, c'est Google qui va déterminer parmi la masse de candidats pour assister à ces conférences qui viendra ou pas. Alors on parle d'un tirage au sort. Bon, c'est pas une mauvaise idée. Est-ce que vous voyez ce système appliqué à la WWDC Apple? Parce que je crois que les places sont parties en moins d'une minute l'année dernière. C'est ça, ouais, c'est ça. En fait, il faut rester devant l'ordinateur et puis dès que c'est ouvert, valider son ticket, le payer en espérant que ça passe. C'est refresh sur refresh pour essayer d'avoir une place, quoi. C'est ça. Je crois que ça effectivement, ça se passe presque en microsecondes, à tel point qu'il y a une appli qui prévient de l'ouverture des inscriptions, mais en fait on n'a même plus le temps de lancer l'appli. Oui, il faut rester devant la fenêtre du navigateur et tu refresh comme l'a dit Grégoire. Bon, c'est un enfer parce qu'on ne sait jamais de manière certaine à quelle date les places vont être ouvertes. Enfin, il faut faire de la veille jour et nuit devant son ordi. Il faut avoir tout préparé. Il faut avoir la carte bleue si on est. Ah bah oui.
Il faut vraiment être équipé, quoi. C'est-à-dire le copier-coller, tout est préparé. Ah oui, s'il faut remplir sa fiche, attendre l'autorisation de la banque, etc. Je crois que c'est terminé. Ah, c'est même pas la peine. C'est fini. Bon, on essaye pendant ce temps-là de récupérer Ellie. Je vous cache pas que c'est un peu compliqué. Alors vous savez, je vais vous lancer sur un sujet et puis pendant 30 secondes, je vais essayer de récupérer Ellie. Tenez, tiens, un mot du feuilleton SFR. Qui veut prendre la main sur Vivendi qui finalement examine la surenchère de Bouygues pour essayer de racheter, d'acquérir SFR. Je veux bien dire 2 mots. Allez, Grégoire. Je t'en prie. Oui, donc la semaine, c'était jeudi dernier justement, Bouygues donnait une nouvelle proposition à Vivendi pour le rachat de SFR. Et on a vu un communiqué de presse de Vivendi lapidaire disant que voilà, ils étaient en négociation exclusive avec Numéricable et que grosso modo, ils étudieraient la proposition de Bouygues quand ils en auraient le temps. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des nouvelles un peu aujourd'hui, puisque le comité chez Vivendi qui s'occupe de gérer, d'examiner les propositions pour le rachat de SFR s'est réuni pour étudier la proposition de Bouygues. Et donc évidemment, il n'y aura aucune réponse ce soir ou même demain, puisque même si elle a été examinée, ils attendront la fin des 3 semaines de négociations exclusives avec Numéricable et Altice pour donner leur avis sur la proposition de Bouygues, qu'ils étaient de toute façon, vis-à-vis de la loi, obligés d'examiner. Voilà. Alors, Élie, bravo, tu es revenu, on est très, très heureux. On parlait de SFR, du feuilleton, et de la réunion qui a lieu ce soir chez Vivendi, pour examiner finalement l'offre de surenchère faite par Bouygues. Voilà. Numéricable avait tendance à vouloir nous faire croire que l'acquisition de SFR était pliée, mais bon, c'est apparemment pas le cas. Hein. Ben non, a priori Bouygues semble y croire et la preuve c'est qu'ils ont fait effectivement une surenchère et depuis le début ça semblait bizarre parce que le gouvernement appuie la candidature de Bouygues. Bouygues a l'air d'avoir une proposition qui était plus intéressante, ça a plus de sens au niveau concentration des opérateurs et puis ce sont des opérateurs qui travaillent déjà dans ce domaine alors que Numéricable, leur partie mobile était vraiment très réduite, c'est plus des fournisseurs d'accès internet quoi. Ouais. Donc si vous deviez miser si vous deviez miser 50 € aujourd'hui sur l'un des 2 candidats à la reprise de SFR, vous les miseriez sur qui? Moi, je pense Bouygues. C'est difficile à déterminer parce que. Élie, tu penses à Bouygues, toi? Oui, parce que vraiment, il y a beaucoup d'appui, non seulement de la part du gouvernement, mais énorme. Il y a Martin Bouygues. Ce serait énorme, hein, parce que avec la présentation à laquelle on a eu droit chez Numéricable il y a, Numéricable il y a 10 jours. serait furieux là. Ah bah oui, ça c'est. Ils ont vraiment présenté le dossier comme si c'était fait, hein, en nous disant on n'a aucun doute sur le fait. Ils ont un PDG qui n'est pas revenu en France fiscalement. Moi, je pense aussi pour Bouygues. Fred aussi pour Bouygues. Ouais. Donc ça fait 2-0, Grégoire. Si je devais donner mon avis pour choisir, ce serait Bouygues. Maintenant, pour savoir qui l'emportera, c'est vraiment compliqué parce qu'on a un peu l'impression qu'SFR est sur eBay en fait. Oui, c'est ça. Bon, c'est celui qui donnera le plus d'argent. Bon, on parle de 13 ou 14 milliards quand même, hein, mais bon. On est plus dans le boncoin.fr là-bas. C'est ça. Et puis l'avantage, c'est que là-dedans, si ça se fait avec Bouygues, du coup, Free récupère un réseau. Eh oui. Pas mal. Ah bah ça redistribue toutes les cartes, hein, si c'est Bouygues qui récupère SFR. Hein. Et le pire, c'est que même Orange penche pour Bouygues, donc. Énorme. Bon, on sera fixé normalement tout début du mois d'avril, hein, parce que c'est le 3 ou le. Donc c'est la semaine prochaine. Hein. Moi, c'est fin de semaine prochaine. Hein? Moi j'ai 4 avril. Voilà, donc c'est vendredi 4 avril. C'est vendredi de la semaine prochaine, donc c'est le lendemain de jeudi prochain, donc dans 8 jours. Bon, sacré feuilleton, il va se passer encore plein de choses, et quoi qu'il arrive, ça va faire couler beaucoup d'encre. On en reparlera évidemment beaucoup, parce que les conséquences de cette vente de SFR seront nombreuses dans la réorganisation des réseaux,
Et on verra notamment ce que ça aura comme impact pour ceux qui ont des iPhones et notamment des iPhone 4G. Voilà pour SFR. Il y a plein d'autres sujets que j'ai sous le coude. Je voulais vous entendre sur le gouvernement russe qui apparemment est en train de lâcher l'iPad. Alors c'est une histoire invraisemblable parce que ils avaient apparemment choisi l'iPad et ils ont décidé d'arrêter d'utiliser l'iPad, de le remplacer par des tablettes Samsung sous Android. En expliquant que le gouvernement américain pourrait profiter des failles dans iOS, entre parenthèses, dont il aurait donc les clés, pour espionner le gouvernement russe à propos de la crise entre l'Ukraine et la Crimée. J'ai juste une petite question. Sont-ils au courant que Android a été créé par Google et donc par des Américains? Moi, je crois que c'est exactement ça. On passe d'iOS qui a été créé par des Américains à Android qui a été créé par des Américains aussi. Oui, c'est ça. Et puis si on parle de sécurité entre Android et iOS, c'est ça. Et Android sur la sécurité peut mieux faire. Bon, j'ai dit sous Android. C'est pour ça que j'ai insisté sous Android. Voilà. L'info est tombée en fin de journée. J'ai essayé d'avoir un expert de chez Kaspersky pour nous parler des dangers qui sont inhérents à Android, qui sont apparemment bien supérieurs à ce qu'on a sur iOS, mais malheureusement, dans le temps imparti pour ce direct, c'était pas possible. Mais en tout cas, tu peux leur donner la palme à la plus mauvaise excuse du siècle. Ah oui, ça c'est sûr. Franchement, il y a des tas de raisons, mais celle-là... Bon, alors on a encore plein de sujets sous le coude. À propos d'Apple, on va revenir à du Apple pur sucre. Les recrutements continuent, vous avez vu, après avoir pioché dans le luxe et la mode, notamment chez Yves Saint Laurent et chez Burberry. C'est un ancien vice-président marketing de Delta Airlines qui devient responsable de l'Apple Store en ligne chez Apple, Bob Kubbenz. Ouais. On a lu ça, mais quelqu'un qu'on ne connaît pas parce que c'est pas du tout dans notre milieu. Donc, non, voilà. Mais en tout cas, a priori. Il va venir, on va dire, renforcer l'équipe de Angela Arendt, qui est donc la PDG de Burberry's, qui arrive chez Apple, je crois, là, 1er avril, il me semble. Je crois que son contrat démarre le 1er avril, donc c'est la semaine prochaine. Voilà. On dit un mot de cette gigantesque usine de saphir synthétique en Arizona, une sorte de zone interdite dont apparemment on ne peut pas approcher à moins de 100 ou 200 mètres. Il y a de nouvelles photos qui ont été publiées aujourd'hui qui semblent indiquer que les travaux de l'usine sont peut-être terminés, mais c'est un complexe gigantesque dans lequel Apple a investi beaucoup d'argent. C'est pas une usine Apple, mais c'est une usine dans laquelle Apple a investi beaucoup d'argent. Et moi, je ne sais toujours pas à quoi ça va servir. Est-ce que vous avez une petite idée? Ça va servir au moins à 1 ou 2 produits. C'est-à-dire qu'il y a eu des spéculations. Vu la taille de l'usine, ils vont en faire un paquet. T'as vu la taille de l'usine? Mais c'est pas sûr. Mais on a beaucoup parlé aussi de la montre qui pourrait avoir une saphir glace comme affichage. Ouais. Alors, pour être clair, le saphir synthétique remplacerait le verre, c'est ça? C'est ça. Pour être très basique. Et la question aujourd'hui que les experts se posent, c'est ça, c'est est-ce qu'on arriverait à fournir suffisamment de saphir pour fabriquer l'écran d'une montre qui serait un écran peut-être de 2 pouces et quelques, certainement oui, à des millions d'exemplaires. Est-ce qu'elle serait suffisamment puissante? Est-ce qu'Apple aurait la capacité de livrer les dizaines ou centaines de millions d'écrans d'un iPhone 6, par exemple? Ouais. Et là, les experts sont un peu plus dubitatifs. Bon, malgré la taille de l'usine, à nouveau. Oui. Bon. C'est qu'Apple vend beaucoup de millions d'iPhone. Je ne sais pas si tu as vu les chiffres, 500 millions. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord, mais c'est bon.
si on compare la taille de ce que serait si on compare la taille du verre en saphir d'une future montre à la taille de l'usine, je pense qu'ils ont prévu large, effectivement. Hein, mais oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a du ramp-up, parce qu'aujourd'hui, le saphir est utilisé dans le Touch ID, qui est tout petit. Donc déjà, alors, c'est quoi le ramp-up ? C'est quoi le ramp-up ? C'est le fait de démarrer la production sur une courbe ascendante. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas passer de 0 à 100 millions en une semaine. C'est impossible. Voilà. Donc il y a une période de montée en puissance, montée en charge. Voilà. Et le saphir, il y en a donc déjà ici sur le petit bouton là. Hein, c'est ça. Sur le bouton de l'iPhone 5S. Cette partie-là, ça ne se voit pas, mais c'est du saphir synthétique et ça préfigure peut-être effectivement des appareils dont toute la surface, on va dire vitrée, serait en saphir. Il faut s'inquiéter pour Cornilla qui fournit du verre un petit peu résistant à une bonne partie de l'industrie ou pas ? D'après le PDG, non, mais il est obligé de le dire parce que l'action a un peu chuté quand il y a eu ces rumeurs-là. Lui semble dire non, mais c'est pas pour fabriquer des écrans d'iPhone. Apple a des choses à faire avec du saphir, mais c'est pas pour des écrans d'iPhone. Et notre version 3 de Gorilla Glass, elle est exceptionnelle et elle est certainement plus solide. Ils ont fait des tests évidemment que le saphir. Mais c'est du marketing. Voilà, exactement. Et Elira, pendant que tu étais parti faire un tour, nous avons discuté avec Grégoire et Fred d'un sujet qui doit être cher à ton cœur, c'est l'ouverture de Macworld à San Francisco. Oui. C'est un salon que tu as beaucoup fréquenté. Absolument. En fait, Macworld, c'était vraiment mythique. Hein. On a fait toutes les premières et c'était la messe, quoi. Après, il y a eu des Apple Expo parisiennes, mais Macworld, c'était le pèlerinage annuel où on allait rencontrer tous les acteurs de l'industrie, quoi. C'était vraiment magique. Ça te manque ? Oui, beaucoup. Oui. Ouais. Parce qu'après, il y a eu le CES, on a un peu remplacé, mais ce qui se passe, c'est que Macworld, on allait dans l'univers Apple. 100% de l'exposition était consacrée à Apple. Et elle n'arrêtait pas de grandir d'année en année. Donc, on allait passer une semaine, on était en immersion totale. Quand on va au CES, on a le petit hall d'accessoires Apple, sans Apple d'ailleurs, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et il y avait les conférences, il y avait les rencontres, il y avait surtout toutes les fêtes dans les hôtels autour ou les présentations de produits dans les suites. Donc c'était vraiment une semaine assez exceptionnelle. Ouais. C'est vrai qu'au CES, il n'y a pas de keynote Apple par exemple. Hein. Et non. Ouais. Tu vas au CES d'ailleurs. Tu vas au CES du coup. Mais pas avec des produits Apple. Ouais. Tu vas au CES du coup maintenant, Elie ? Ben oui, cette année j'ai pas pu pour un problème de passeport qui malheureusement est tombé à échéance la semaine du CES, et comme pour tu sais les systèmes ESTA américains, il faut les faire 3 mois avant, c'était impossible. Mais je compte bien retourner l'an prochain, oui. Bon tu peux déjà bloquer un de tes créneaux pour venir nous voir, hein, puisqu'on y sera. Avec plaisir. On y sera comme cette année. L'autre sujet dont on parlait, et j'aurais juste voulu avoir ton avis, c'est Google qui, pour Google I.O., sa conférence développeur qui a lieu en juin, va prendre les inscriptions sur 2 jours entre le 8 et le 10 avril et va sans doute faire un tirage au sort pour déterminer qui pourra participer. Est-ce que c'est une idée à retenir pour la WWDC Apple, à ton avis ? Pourquoi pas, en tout cas c'est original, effectivement j'ai vu ça, je sais pas si pendant 2 jours, Apple tu as vu la dernière fois les entrées se sont vendues en quelque chose comme 35 minutes, ou peut-être même moins. C'était en moins d'une minute. La dernière c'était encore moins. Combien Grégoire ? La même 35 minutes mais en secondes, donc 35 secondes. Ouais, d'accord, donc j'étais une année décalée, donc ça veut dire que cette année tout le monde va être connecté avec le doigt appuyé avant même d'avoir connu le prix, tout le monde va appuyer, donc ça va se faire en 15 secondes. Et le problème, c'est que ça a frustré énormément de développeurs professionnels et qu'Apple a ensuite été obligé quand même de donner des accès à des grandes sociétés de développement. Le problème du tirage au sort, c'est que ça va faire des mécontents. Hein. Donc, de toute façon, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Oui, de toute façon, il y aura forcément des mécontents, quelle que soit la solution. Ceci dit, il faut qu'ils aillent dans un endroit plus vaste. Hein. Il faut peut-être qu'ils aillent à Las Vegas louer le grand centre
de congrès, on ne sait jamais. Ils savent gérer 200 000 personnes, ils peuvent gérer des développeurs. C'est vrai. Il faut quand même savoir que l'ensemble des conférences sont très vite diffusées en vidéo sur le site de l'ADC. Donc, mais je crois qu'il y a c'est une sorte de pèlerinage aussi. Hein. Voilà, oui, c'est ce que moi je l'ai fait plusieurs années. Hein. Après, c'est devenu en logistique, c'était ingérable. Mais moi qui suis plus développeur depuis quelques années, j'ai commencé comme ça. Hein. Donc, j'ai fait 4-5 années la WWDC. Et c'est un peu comme la Macworld, mais puissance 10. Parce qu'alors là, il n'y a qu'Apple. Il n'y a que des développeurs Apple et donc que des fanats d'Apple qui font des démos dans les couloirs, qui font la queue pour aller dans les labs, etc. Et puis les présentations sont très très intéressantes. Hein. Donc bon, moi j'allais pas au code avancé parce que j'étais un peu largué, mais les présentations marketing, les présentations stratégie, etc. C'était quand même très très intéressant. Il nous reste 2 minutes, les amis, pour aborder un ou deux derniers sujets de la semaine. Je voulais qu'on parle de la Belgique. Alors, j'ai découvert quelque chose. Les consommateurs belges ont réussi à faire plier Apple sur la garantie. Est-ce que vous avez vu cette histoire? Est-ce que tu connais les... Alors, apparemment, la garantie est de 2 ans en Belgique, Elie? Oui, la garantie est de 2 ans en Europe. Hein. Donc, tous les pays européens, ça s'impose partout, d'ailleurs, y compris en France. Moi, je suis toujours sur 1 an de garantie légale. Oui, mais en fait, non, tu as 2 ans. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une sorte d'hypocrisie ou de position Apple qui dit « je ne cède pas en public », mais qui passe des messages à tous les centres de maintenance. Nous, on a eu un message extrêmement clair de la part d'Apple en disant « toute personne qui se présente en disant qu'il veut exercer son droit à la garantie européenne, vous dites oui. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on le fasse nous, sans qu'Apple soit informé, mais en fait, il y a un formulaire qui est téléchargeable sur le site Apple, qui dit extension de garantie européenne. On le fait remplir au client et puis on le prend sous garantie. Il n'y a jamais eu de refus, jamais. Alors, moi, vous le saviez, moi je ne le savais pas du tout, ça. Moi, je ne savais pas. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Enfin, c'est de dire, on veut surtout pas prendre trop de produits en garantie, donc on dit à tout le monde et sur toutes nos boîtes que la garantie est de 1 an, puis d'un autre côté, on met sur notre site un formulaire disant si vous voulez la garantie européenne, signez quoi. Oui, c'est ça. Il faut que le client en fasse la demande. Voilà. Donc il faut juste être au courant. Moi je le savais pas, voilà, j'ai appris quelque chose. Je pense qu'il m'est déjà arrivé de renoncer à une réparation de produit parce que je devais être à un an et 1 mois ou 1 an et 2 mois. En fait, j'aurais pu faire. C'est toujours comme ça, hein, ça tombe en panne une fois que la garantie se finit. Là, j'avais 1 an de plus pour te retourner, bien sûr. Pour me retourner. Oui, voilà. oui. Par contre, il y a une petite anecdote qui est assez drôle à ce sujet, c'est que si tu vas dans une boutique Apple, dans un ARS, et que tu dis je veux exercer ma garantie européenne de 2 ans, ils te répondent monsieur, il n'y a aucun problème, allez voir votre revendeur Apple qui va se faire un plaisir de vous expliquer comment ça marche et de s'occuper de vous. Et donc au début on en a reçu quelques-uns qui nous disaient on était à l'Apple Store et l'Apple Store nous a dit de venir chez vous pour la garantie européenne. Et on s'est dit mais quand même c'est Apple, on parle d'une garantie Apple, pourquoi est-ce qu'Apple n'exerce pas cette garantie directement? Et donc on les a appelés. On leur a dit, écoutez, on ne comprend pas bien, c'est gentil de nous envoyer des clients, merci beaucoup, mais en 30 secondes, pourquoi est-ce que vous ne les gérez pas vous? Et donc là, on a eu, ça ne devait pas être un responsable, hein, ça devait être un des Genius ou une des personnes qui répondent au téléphone dans ce cas-là, qui nous a dit, écoutez, c'est parce que si on en fait nous, on est mal noté par la Corp, donc on préfère que ce soit vous. Et je trouvais ça hallucinant. Bon, on va finir sur cette belle anecdote, Elie. Et moi, j'ai appris au moins quelque chose ce soir, donc je voulais vous remercier tous les 3 d'avoir participé à iWeek. Rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien. Je dis si tout va bien parce que la semaine prochaine, ce sera départ pour le NAB à Las Vegas, que vous pourrez suivre sur Watch TV la semaine suivante. Et donc, voilà, on devra sans doute enregistrer l'émission de la semaine prochaine. Et si on peut pas, ce sera une rediff, mais on sera de retour très vite avec notamment les actus du NAB. Il y aura sans doute beaucoup de Mac Pro dans les allées et donc je vous raconterai tout ça dès mon retour. Merci beaucoup à tous les 3. Merci à Fred Blaison d'avoir participé. C'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Et bienvenue dans la bande très ouverte d'iWeek. Merci à toi Fred. Salut Grégoire.
Salut Benjamin. On te retrouve sur l'actu techno évidemment, et puis salut Ellie, on te salue du côté de Nice et de la promenade des Anglais. Merci à tous, passez une très bonne soirée, la suite des programmes sur Watch TV, c'est maintenant, à très vite.